Bonjour Julie, bonjour à tous. Dans l'affaire Benalla, les députés de l'opposition maintiennent la pression sur l'exécutif. Une motion de censure déposée hier par le groupe Les Républicains, alors qu'au Palais Bourbon toujours, la commission d'enquête a volé en éclats. Récit de ce bras de fer avec Lucas Caltriti dans ce journal. Dans ce journal où vous irez aussi au Pakistan, où l'ancien champion de cricket Imran Khan a revendiqué la victoire en direct à la télévision. Les précisions à suivre de notre correspondante à Islamabad, Solène Fioriti. Reportage aussi au Mali où 24 candidats sont en lice pour l'élection présidentielle ce dimanche. Et une chute de 20% pour les actions du géant Facebook hier, résultat d'un enchaînement d'erreurs, nous dira dans son analyse Catherine Pétillon. Alors qu'en France, l'affaire Benalla empoisonne toujours la communication de l'exécutif, Emmanuel Macron a répondu hier à Donald Trump depuis Madrid. Après les contours d'un accord trouvé mercredi entre le président des États-Unis et le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, ils ont annoncé travailler à l'abaissement des barrières commerciales entre les États-Unis et l'Union européenne, d'abord sur les produits industriels, mais également, selon les dires du président américain, sur les services, la chimie, la pharmacie, les équipements médicaux, ainsi que le soja. Emmanuel Macron lui a répondu en substance « Ne nous emballons pas ». Une bonne discussion commerciale, je l'ai là aussi dit depuis le début, ne peut se faire que sur des bases équilibrées, réciproques et en aucun cas sous la menace. À cet égard, nous avons un certain nombre d'interrogations et de préoccupations que nous allons clarifier ces prochains jours avec nos partenaires européens. Je ne suis pas favorable à ce que nous nous lancions dans la négociation d'un vaste accord commercial à la manière du TTIP, parce que le contexte ne le permet pas, et ce qui nous a été donné à voir jusqu'alors ne le permet pas. Je ne suis pas favorable à ce que nous incluions en aucun cas l'agriculture dans ces discussions. Je considère qu'aucun standard européen ne doit être supprimé ou abaissé en matière environnementale, en matière sanitaire, en matière alimentaire, par exemple. Pourquoi ? Parce que c'est le principe même de cette Europe souveraine à laquelle je crois. Des propos cueillis au micro de Cyril Graziani. Le chef de l'État s'est exprimé au cours d'une conférence de presse aux côtés du chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez. Mais il a également évoqué l'affaire Benalla pour la qualifier de tempête dans un verre d'eau, selon ses mots. Mais la crise continue à l'Assemblée nationale. La commission d'enquête a volé en éclats hier. Son co-rapporteur, le député Les Républicains, Guillaume Larrivé, a dénoncé une parodie devant le refus, notamment d'interroger le secrétaire général de l'Élysée. Décision de la présidente de la commission. Et la fièvre n'est pas près de retomber, Lucas Caltriti. Tout avait déjà mal commencé entre les deux co-rapporteurs de la commission. Vous n'avez pas de questions ? J'ai une question très grave. Ah non, mais moi je ne suis pas auditionné aujourd'hui, c'est monsieur le préfet de police dont vous avez souligné que le temps était précieux, on ne va pas le gâcher à avoir des petites bisbilles sur les auditions ou documents que nous souhaiterions. Le ton monte rapidement entre Yaël Braun-Pivet, députée de la majorité, et Guillaume Larrivé, député Les Républicains, mais quelques minutes plus tard, c'est au tour d'Éric Coquerel de la France Insoumise de s'emporter. Nous pouvions avoir d'autres personnes interrogées, notamment monsieur Simonin, Benalla, nous on sait qu'on aurait souhaité également monsieur Macron. Je remarque pour l'instant, sauf erreur de ma part, qu'il n'y a pas eu de réponse à ces questions et que je considère que le fait qu'on tourne en rond comme ça est une action de sabotage, je le dis très clairement, d'obstruction de cette commission. Et madame la présidente, j'estime que, en regard avec ce qui se fait au niveau du Sénat, que vous avez une question, vous devriez monsieur en tirer Coquerel. Les conclusions en termes de démission. Donc pour notre part, nous allons suspendre notre présence ici parce que j'ai entendu monsieur le préfet qui a dit tout ce qu'il avait à dire et monsieur Gibelin. Là, Éric Coquerel se lève de sa chaise, prend sa veste et quitte la salle d'audience. Il sera suivi presque dans la foulée par Guillaume Larrivé, le co-rapporteur. Et c'est ensuite tous les députés Les Républicains qui suspendent leur participation à la commission d'enquête. Les auditions devraient néanmoins se poursuivre. Le commandant de la compagnie de CRS, présente place de la Contrescarpe le 1er mai, sera entendu dans la journée. Lucas Caltriti, le groupe Les Républicains a déposé hier une motion de censure. Elle sera débattue mardi prochain dans l'hémicycle, alors qu'une autre motion, portée celle-ci par l'ensemble des forces de gauche, devrait elle aussi être déposée. Alors qu'au Palais Bourbon, toujours, les députés ont adopté hier soir en nouvelle lecture le projet de loi Asile-Immigration qui va faire l'objet d'une dernière navette avec le Sénat avant son adoption définitive par l'Assemblée mercredi prochain.
Au Pakistan, celui qui est à la fois ancien champion de cricket et homme politique, Imran Khan, a revendiqué la victoire de son parti aux élections législatives. Le scrutin a lieu mercredi. On attend encore les résultats totalement définitifs dans les prochaines heures. Mais l'ex-champion de cricket a déclaré effectivement cette victoire lors d'une intervention à la télévision en direct depuis son quartier général à quelques kilomètres de la capitale Islamabad. Sur place, les précisions de Solène Suriti, notre correspondante. Le suspense est intense au Pakistan. Après de vives controverses et des accusations de fraude, les résultats officiels des élections seront enfin connus dans les heures qui viennent. Imran Khan sait qu'il l'a emporté, mais son PTI, ou Mouvement pour la justice au Pakistan, n'apparaît pas majoritaire à l'Assemblée nationale. Il devra donc créer une coalition pour pouvoir gouverner. L'enjeu est de taille car les deux partis historiques, arrivés 2e et 3e des élections, ont tous deux dénoncé des manipulations du scrutin. La Ligue musulmane pakistanaise, son principal adversaire au pouvoir ces 5 dernières années, a même fait savoir qu'elle refusait en bloc les résultats. Mais la Ligue a cessé de s'exprimer depuis lors, laissant le Pakistan dans le doute. Personne ne sait si elle va demander à ses partisans de manifester ou s'ils vont chercher à bloquer Islamabad, comme l'avait fait Imran Khan après sa défaite aux législatives de 2013. Jeudi soir, pour sa première apparition publique depuis le vote, il est apparu sérieux, se voyant déjà dans son rôle de Premier ministre. L'ancien sportif a décliné son programme axé sur la lutte contre la corruption et les excès des puissants, utilisant cette expression « Je mettrai fin à cette culture des goûts de luxe », un propos paradoxal de la part d'un ancien playboy. Imran Khan a aussi promis de relancer l'économie pakistanaise et a multiplié les promesses sociales. Avec lui, a-t-il affirmé, les miséreux et les riches seront enfin soumis à la même loi. Alors qu'au Mali, le vote aura lieu, lui, dimanche pour les 8 millions d'électeurs qui sont appelés à élire leur futur président. 24 candidats en lice, dont une seule femme. La campagne s'est déroulée dans un climat très tendu, marqué par la recrudescence des actes terroristes et l'aggravation des inégalités sociales. Sur place, le reportage de notre envoyé spécial, François-Xavier Freeland. Avec Ibeka, notre grand Mali avance, quand le thème de campagne du président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, dit Ibeka. Pourtant, ses initiales commencent à faire l'unanimité contre lui. Le très populaire leader de la société civile, le chanteur-animateur Razbat, a d'ores et déjà apporté son soutien au leader de l'opposition, Soumaïla Cissé, 68 ans, social-libéral, ancien ministre des Finances dans les années 90, qui se présente pour la 3e fois. Il y a un proverbe qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Il sera le candidat aussi de Salif Keïta, le célèbre chanteur, qui porte pourtant le même nom que l'actuel chef d'État candidat, celui de la grande dynastie mandingue qui régna sur le Mali du XIIIe au XVIIe siècle. C'est sur ce nom, Keïta, que le candidat Ibeka promet le retour d'un grand Mali unifié, du nord au sud. Salif Keïta, lui, rêve surtout d'un pays au travail, libéré de la malgouvernance actuelle et du terrorisme. Je crois qu'il n'y a pas que les Keïta dans ce pays-là. Il y a plein de noms, il y a plein de familles qui ont fait le bonheur de ce pays. Donc quand on est devant une situation telle que celle d'aujourd'hui, nous devons dire la vérité, refuser l'argent de la corruption et travailler pour le pays et penser pour le pays. Ibeka veut absolument gagner dès le premier tour dimanche, car sinon un front contre lui pourrait naître. Plusieurs de ses anciens ministres candidats au premier tour ont laissé entendre qu'ils appelleraient à voter contre lui. Le dernier sondage Ipsos publié cette semaine annonce la victoire de Soumaïla Cissé avec 45% des voix contre 36 au président Ibeka en cas de second tour. François-Xavier Freeland pour France Culture. Au Nicaragua, visage couvert et drapeau en main, des centaines d'étudiants ont commémoré hier les 100 jours de protestation contre le gouvernement de Daniel Ortega. Alors que la répression a fait plus de 300 morts, elle ne faiblit pas. L'Organisation des Nations Unies est en manque de liquidités et c'est son secrétaire général qui en a prévenu son personnel hier. Antonio Guterres exhorte les États membres à payer dès que possible leur contribution au budget de l'organisation. Un budget en déficit de près de 140 millions de dollars. Une situation inédite à la fin du premier semestre, écrit Antonio Guterres dans une lettre envoyée mercredi aux États membres. Il attend notamment le versement de l'un des plus gros contributeurs, les États-Unis, qui représentent 22% des ressources de l'ONU. Alors qu'en Syrie, 400 casques blancs, ces secouristes volontaires qui interviennent en zone rebelle, sont toujours bloqués dans le sud-ouest du pays. Cette région proche du plateau du Golan, occupée par l'État hébreu, a été reprise quasi intégralement par les forces de Bachar el-Assad. Une opération d'évacuation orchestrée par Israël a permis en début de semaine de faire sortir 98 d'entre eux, accompagnés des membres de leur famille, vers la Jordanie. Les autres sont toujours pris au piège, Valérie Crova.
C'est depuis la Turquie qu'Abdulrahman Al-Mawaz tente de venir en aide à ses camarades. Le porte-parole des casques blancs syriens est inquiet pour ceux qui sont restés dans les provinces de Dera et de Quneitra et qui risquent à tout moment d'être arrêtés par le